tout le monde et bienvenue dans les Boys du cinéma. Aujourd'hui, un autre mini-jeu à la sauce Max. On va parler de vrai ou faux. Et oui, on va jouer à des vrais ou faux, mais sous un thème quand même assez important. Vous voulez voir ça? Un thème horreur slash thriller. Ça va vraiment être le fun. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde des films d'horreur. Je ne suis pas un fan de films d'horreur. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'on pense de ça. Et je vais inviter mon compétiteur dans ce jeu-là, Andy Saucier, collaborateur du podcast. Andy, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, et maintenant, là, tu sais qu'on va faire des vrais ou faux sous le thème de l'horreur. Ouais. Tu t'attends à quoi comme résultat, mettons? Ben, moi, je m'attends à gagner, tout simplement. OK. Je pense que c'est ça l'important, puis c'est ça qui va arriver. OK. Ben, on va voir ce qu'on en pense. Alors, mesdames et messieurs, accueillons votre animateur du vrai ou faux, Maxime Cyr. Max, allô? Allô, allô, bonsoir messieurs, ça va bien? Ben Ça oui, va bien, toi? toi? Ah oui, top shape, prêt à vous animer un quiz encore une fois aujourd'hui. Guys, pour vrai, très excité, j'ai fait énormément de recherches pour ce quiz-là. Comme vous le savez, ma qualification principale, c'est les films d'horreur. Je sais que vous n'êtes pas très bon là-dedans, fait que je me suis dit, pourquoi pas leur faire un vrai ou faux extrêmement spécifique sur les films d'horreur. Question que notre auditoire voit à quel point ils sont bons ou pas dans le domaine. Donc, on va voir, mais attends, avant de commencer ça, Max, écrivez dans les commentaires vos réponses, si vous en avez eu combien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager et de s'abonner surtout. Si vous aimez le concept, ça va nous faire un grand plaisir. Max, que les jeux commencent. Yes, donc j'aimerais bien vous expliquer les règles, mais s'il n'y en a pas vraiment, c'est un simple classique vrai ou faux. OK. Il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de qui répond le plus vite. Vous y allez vraiment avec votre gut. Si vous voulez la même réponse que l'autre, c'est correct aussi. La seule affaire que je vous demanderais, c'est de ne pas nécessairement la jouer stratégique. Tu sais, exemple, Andy te l'avance, de juste prendre tout le temps les mêmes réponses que Laurie. Ah là, non, ça. Quand même y aller avec votre gut, là. On y va vraiment là, avec là, ce que vous pensez à première vue. Puis, j'ai préparé aussi, lorsque la réponse est fausse à mon affirmation, s'il y en a, parce que peut-être que tout est vrai, je vais vous donner une explication pour vous dire pourquoi c'est faux. Puis, je vais vous demander aussi, les boys, quand vous allez donner la réponse faux, par exemple, à une affirmation, qu'est-ce que vous pensez qui est la vraie réponse ou pourquoi ce serait faux? Ça va peut-être faire contraste à la réponse, mais moi, les points, je les donne en fonction. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez la bonne réponse? La démarche, c'est pas important. On n'est pas dans un cours de mathématiques au secondaire. Donc, exact! voilà, on décolle ça. C'est la réponse qui compte. Donc, première affirmation. Je vous avertis, les boys, les affirmations sont assez longues, donc si vous voulez que je vous les relise, ça va me faire plaisir de leur faire. OK. Je suis un excellent lecteur. Ouais. Donc, affirmation numéro 1. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. On parle d'un film qu'on a discuté lors de notre dernier jeu, lors du dernier épisode qu'on a tourné. Okay. Le film, c'est... Est-ce que vous le savez? Black Phone, j'imagine? Black Phone. Let's go. Donc, l'affirmation est la suivante. Stephen King n'est pas le seul auteur à succès dans sa famille. Le film, Le téléphone noir ou Black Phone en anglais, provient d'un livre qui a été écrit par son neveu. Ma question, c'est est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. J'y vais avec vrai. Pourquoi faux, Andy? J'ai jamais entendu parler d'un neveu quelconque de Stephen King. Tout simplement pour ça. On dirait que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Puis c'est ça. C'est tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans le film qui, des fois, dans un livre, ça serait peut-être un peu trop. Je sais pas. Parfait. Dur à suivre. Je sais pas. Laurie, t'as dit vrai? Ouais. Parfait. Donc, Andy, tu te ramasses avec le point parce que la réponse, c'est faux. Ceci dit, ça n'a pas été écrit par le neveu de Stephen King, mais par son fils. OK. Oh. Le livre de Black Phone, c'est une histoire courte écrite par le fils de Stephen King qui a été adaptée au cinéma en 2021. Donc, pour la culture, c'est bon à savoir. Et voilà. Donc ma culture n'est pas bonne parce que l'explication était désastreuse. Ouais, mais ça, c'est la démarche, elle vaut rien. Ça, c'est correct. Je l'ai dit tantôt. C'est ça, exactement. C'est la réponse. Donc, deuxième affirmation. Ouais. Dans le film
écrit, qui vient aussi d'un livre de Stephen King qui s'appelle Dr. Sleep. Je ne sais pas si vous en avez entendu J'ai parler. déjà entendu ça, mais je ne l'ai pas vu. Qui est un autre de mes films d'horreur favoris. Dans Dr. Sleep, l'acteur Jack Nicholson est sorti de sa retraite d'acting pour rejouer le rôle de Jack Torrance, qui était dans... parce que si vous ne savez pas, Dr. Sleep, c'est la suite de The Shining. OK. Donc, Jack Nicholson avait pris sa retraite de l'acting à la fin des années 2010 et il est sorti de sa retraite d'acting pour jouer le rôle de Jack Torrance qu'il avait interprété dans le film précédent de cette série The Shining. Cependant, petit astérix, parce qu'on sait qu'à la fin de The Shining, Jack Torrance décède dans le labyrinthe, il meurt congelé parce qu'il reste coincé à l'intérieur. Et dans ce film-là, il le joue en tant que fantôme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dis vrai. Si je me trompe pas, c'est le film d'horreur avec Ewan McGregor, ça. Oui, absolument. OK, c'est ça, c'est celle-là. OK, moi, je dis vrai. OK. Il y avait beaucoup d'informations. Est-ce que tu veux que je te le répète? S'il te plaît. Donc, dans le film Dr. Sleep, l'acteur Jack Nicholson est sorti de sa retraite d'acting qu'il avait pris à la fin des années 2010 pour rejouer le rôle de Jack Torrance, mais sous forme de fantôme, rôle qu'il avait interprété dans le film précédent de cette série, The Shining. Ben, je dirais vrai. Vrai. Vous avez dit vrai les deux? Eh bien, Jack Torrance fait vraiment une apparition dans le film, mais il n'est pas joué par Jack Nicholson, qui a refusé de sortir de sa retraite d'acting pour jouer dans le film. C'est un autre acteur très, 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 très similaire à Jack Nicholson, que si je n'avais pas fait de recherche, j'aurais cru que c'était lui qui l'avait joué, honnêtement. Okay. Donc, c'est un autre acteur qui l'a joué, mais Jack Torrance fait bien une apparence dans Dr. Sleep. Ah! Assez intéressant. Ouais. Donc, question numéro 3. Ouais. Dans la saga de 6 films, excluant un reboot qui a été fait en 2021, qui est pas du tout lié au reste des autres films, est-ce que vous connaissez la série de films Wrong Turn ou Détour fatal ou Sortie fatale ou Détour mortel? Déjà entendu parler. Bon, si je vous fais un petit résumé rapide, c'est comme des gens qui prennent un détour dans le bois, puis il y a genre des cannibales qui courent après eux autres, c'est des bonhommes lettres, c'est un peu mal fait. C'est super violent, super gore. C'est vraiment, là, ces films-là sont au service des gens qui aiment voir des gens se faire arracher des membres et tout ça. OK. Donc, dans la saga de 6 films, excluant le reboot de 2021, Wrong Turn, le seul personnage qui apparaît dans tous les 6 films, c'est un cannibale qui est nommé Trois Doigts ou Three Fingers en anglais. J'ai déjà entendu ce nom-là. Dans le fond, la question, c'est... La question, c'est, il y a une saga de 6 films Wrong Turns. Il y a un reboot qui a été fait en 2021, mais lui, je l'exclus parce que c'est pas du tout la même affaire. Genre, ils ont vraiment changé complètement la nature du film. Faut qu'on oublie le reboot. Donc, dans les 6 premiers films de cette saga-là, il y a un personnage qui revient, qui est dans tous les films, mais un seul personnage. Okay. Les autres ne sont pas toujours là. Puis ce personnage-là, c'est un cannibale qui s'appelle Trois Doigts en français ou Three Fingers en anglais. Moi, j'ai déjà entendu parler de ce personnage-là. Est-ce qu'il aurait fait les 6 films? J'en ai aucune idée. Moi, il y allait avec un autre vrai. Je sais, c'est un peu décevant, mais il y allait avec un vrai encore, celle-là. Ça ferait du sens. En plus, il joue en plus, c'est un cannibale. Ouais. OK. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui, un vrai. Faux. Et donc, la réponse est... Dans les films de Wrong Turn, en fait, il y a 3 cannibales. C'est une famille de 3 cannibales. Il y a Sawtooth, ou je ne sais pas comment ils l'appellent en français, mais il y a comme les dents pointues. Il y a One Eye, parce qu'il y a juste un œil, puis il y a Three Finger. Puis il y en a un seul des 3 qui revient dans tous les films, et c'est Three Finger. Loric, bonne réponse. C'était bel et bien vrai. On est à une égalité de 1 à 1. Wow! Nice! OK. Celle-là, la 4e, la quote est super longue parce qu'il y a un contexte à mettre, mais soyez attentifs. Donc, vous savez tous que Chucky, la petite poupée, est une icône de l'horreur en ce moment aux alentours du monde. La série a commencé dans les années 80, puis
elle se poursuit aujourd'hui. Il y a une série Chucky qui est sur les ondes de Sci-Fi, le réseau anglophone, et qui est absolument fantastique. J'ai dévoré les 2 premières saisons. C'est vraiment super bon. Chucky, entre autres, apprécié pour son humour, parce que c'est vraiment un mélange entre humour et horreur. Okay. Ce personnage-là est tellement iconique qu'il y a un remake qui a été fait de la série Chucky en 2019, qui n'a rien à voir avec les films habituels. La série Chucky, c'est vraiment une poupée possédée par un tueur en série. Puis le remake, c'est comme un assistant computer qui vient dans ta maison, puis qui finalement, il est corrupt, un peu comme un ordinateur qui pourrait avoir des données corrompues, puis finalement, il se met à tuer du monde. Fait que ça n'a vraiment rien à voir ensemble, mais il y a un remake qui a été fait en 2019. Donc, évidemment, si c'est un remake, il n'y avait pas les mêmes acteurs dans la série originale et dans ce film-là. Donc, le film de 2019 avait un casting complètement différent, dont la voix de Chucky, qui normalement est fait par Brad Dourif, qui est iconique dans le rôle, mais qui n'a pas voulu la faire dans le remake parce que ça sortait trop de l'original. Eh bien, moi, ce que je vous affirme, c'est que la voix de Chucky dans le remake de 2019 a été fait par le vétéran acteur Hayden Christensen, qui jouait Anakin Skywalker dans la trilogie originale de Star Wars. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oh, c'est tellement pris du champ gauche. Donc, la question à la base, c'est est-ce que Hayden Christensen fait la voix de Chucky dans le nouveau remake de 2019? Faux. C'est faux. C'est faux. C'est Parce faux? que moi, je le sais. Ah, toi, tu sais c'est qui a fait? Ouais, je le sais. OK, parfait. Ben, vous avez toutes les deux la bonne réponse. Et Andy, je te laisse dire qui fait sa voix. C'est un compatriote de la guerre des étoiles, Star Wars, Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker dans Star Wars. Exactement. Mark Hamill. Mark Hamill. Ouais, Mark Hamill qui a fait Luke Skywalker dans les années 70 dans les vieux films de Star Wars. Il y a énormément de références à Star Wars dans le film Chucky 2019. Entre autres, à la base, au lieu d'appeler sa poupée Chucky, il veut l'appeler Han Solo. C'est vraiment une référence à Mark Hamill. Oui. Simplement. Oui. C'est vraiment. Oui. Le film est vraiment bourré de références. Puis Mark Hamill qui est excellent pour faire des doublages, dont celle-là de Joker dans la série Batman, qui est iconique aussi. Et ceci dit, je connais beaucoup de puristes qui genre ne sont pas capables de voir Chucky être genre voicé par personne d'autre que Brad Dourif et qui ont très bien accepté Mark Hamill dans le rôle qu'il l'a fait. C'est très différent. Très, très, très différent. Le Chucky original est très vulgaire, violent, puis tout ça. Puis vraiment comme l'aspect de tueur en série, méchant. Alors que Mark Hamill avait à jouer un rôle beaucoup plus robotique parce que c'est un assistant robotisé, puis il le fait à merveille. C'est vraiment un bon doublage. Très bon choix de casting. Wow. OK, parfait. Donc, on est dans une égalité de 2-2 actuellement. J'avais pas d'explication, mais je le savais qu'il y avait fait ça. C'est bon, c'est parfait. Mais c'est bon, des fois, la culture c'est vrai. Je savais que toi, tu avais des connaissances. Ouais. Mais moi, je savais qu'après Star Wars 3, de mémoire, Hayden Christensen avait joué dans quelques films qui avaient pris sa retraite avant de revenir dans les autres Star Wars. Fait que je me suis fié à ça, je me suis dit, c'est sûr qu'il ne l'a pas fait dans ce cas-là. Ben, c'est bon. Votre raisonnement est très bon. Donc, numéro 5, c'est 2-2, je le répète. Il existe un film d'horreur thématisé autour de chaque grande fête. Donc, on peut penser à l'Halloween avec les films avec Michael Myers. On peut penser à Noël avec Il y a un film, entre autres, qui a sorti récemment, qui est comme action / suspense / horreur avec David Harbour, qui s'appelle... je ne me souviens pas c'est quoi, mais il est déguisé en Père Noël. Là. Puis, il y a aussi, il y a aussi à la Saint-Valentin, entre autres, avec Valentine, des films comme ça qui sont orientés autour des thématiques des fêtes. C'est quand même une manière assez simple de faire des films. Les orienter autour d'un thème aussi global. Par contre, il n'en existe pas pour une fête, et c'est la fête du 4 juillet aux États-Unis. Les Américains, qui sont très, très patriotiques, en fait, refusent tout simplement que la fête soit associée à l'horreur. Puis ils font mourir dans l'œuf tous les projets orientés autour de la fête du 4 juillet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, connaissant le côté trop patriotique des Américains, je dirais c'est vrai. Donc, je répète rapidement. Donc, toutes les grandes fêtes sont généralement choisies
pour orienter des films d'horreur autour. Et il y en a une qui n'a jamais été utilisée, et c'est la fête du 4 juillet, fête de nos voisins du Sud. La raison est que, par patriotisme, ils ne veulent pas que l'horreur soit associée à cette fête qui est supposée être grandiose, plaisante, etc. Donc, il n'y a pas de film d'horreur orienté autour de ça. Ah, moi, je dis que c'est faux. Tu dis que c'est faux? Tu n'as pas vraiment d'explication à donner. Juste comme, il y en a. Juste un pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Ben, il y a des films sur n'importe quoi. Puis des films d'horreur sur n'importe quoi. Puis là, je dis peut-être n'importe quoi. Mais me semble que La Purge, qui est classée un peu horreur, me semble que La Purge ne commence pas le 4 juillet. Shit. C'est pas la nuit du 4 juillet. Je dis peut-être. Ouais, mais c'est pas. Mais La Purge ne porte pas sur le 4 juillet. Ouais, c'est ça. Moi, ma question, c'est plus, tu sais, exemple, le film Halloween avec Michael Myers, il y a des décors d'Halloween, ça a lieu pendant l'Halloween. Moi, je parle du film orienté autour. Tu sais, que la fête soit un peu important. Que le 4 juillet soit la raison du film. Oui, c'est ça un peu, là, que ça soit orienté autour vraiment de la fête. Et non pas de la journée nécessairement. OK. C'est comme, mettons, un film d'horreur basé sur Pâques. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il en existe d'ailleurs. Eh mon Dieu. J'ai fait mes recherches. C'est pas bon, mais il en existe. Ok, Andy, est-ce que tu changes ta réponse? Je pense que. Parce que je vois pas de raison de bord à part que qu'est-ce que j'avais essayé d'expliquer. Fait que je vais dire comme le Rick, je vais dire que c'est vrai. Donc, il n'y a pas de film orienté autour. Eh bien, messieurs, c'était faux, malheureusement. Il existe un film que j'ai récemment entrevu qui s'appelle. C'est un film de série B, film de très mauvaise qualité, qui s'appelle Oncle Sam, qui est sorti en 1996 et qui est orienté autour de la fête du 4 juillet où notre Sam national est un militaire qui s'est fait assassiner au combat et qui revient à la vie hanter ses anciens compagnons qui l'ont déserté lors de la fête du 4 juillet. Patriotique. Et il assassine aussi tous les gens qui ne sont pas assez patriotes pour les États-Unis. C'est America! Ouais, c'est un film très américain. Et c'est un film qui a quand même de bons moments, je dois l'avouer. Entre autres, ma scène préférée de ce film-là, qui est un enfant qui, à la fête du 4 juillet de l'année précédente, on n'a aucun contexte, mais il y a eu un feu d'artifice dessus, fait qu'il est en chaise roulante et il est aveugle. Puis il y a une scène absolument formidable dans ce film-là où comme le personnage principal, qui est joué par Isaac Hayes, qui fait la voix de chef dans South Park d'ailleurs, dans le South Park original. Ouais. Isaac Hayes, qui est un ancien collègue de l'oncle Sam et qui fait partie de la résistance et qui tente de le vaincre, qui laisse juste ce jeune homme-là sur le côté de la rue, en plein milieu du chemin, genre pendant qu'il y a des chars qui passent. Mais c'est comme personne ne s'en rend compte dans le film. Il y a juste un enfant en fauteuil roulant dans le milieu de la rue, puis il passe des chars, un bord puis l'autre. C'est tellement con, mais c'est magnifique. Pour vrai, c'est. Mais un bon film de série B, là, comme on l'a dit. 96, t'as dit? 96, oui, exactement. J'avais moins 6 ans. Moi, j'étais l'année de ma naissance, messieurs. J'aurais pas de point. J'aurais dit avec mon premier feeling. Ouais. C'est ça. Trust your guts. Trust your guts. Mais là, on est toujours à 2-2. Pas de point dans cette ronde-là. Numéro 6, messieurs. Perfect. On va maintenant dans la série de films Décadence ou Ça, qui est un petit peu plus connu du grand public, malgré le fait qu'il a vraiment orienté le genre qu'on appelle un peu dans l'industrie du torture porn. Donc, des gens qui se font torturer et des gens qui regardent ça avec intérêt. Mm-hmm. Donc, voici mon affirmation. Dans toute la série Ça au complet, dans le fond, il y a 8 films dans la série Ça. Okay. John Kramer, qui est le personnage de Jigsaw, celui qui crée les pièges, qui attrape les gens et qui leur fait... vous êtes familier avec la série, je n'ai pas besoin de vous contextualiser. Oui. Parfait. Donc, oui, c'est ça. John Kramer mentionne toujours, à chaque fois qu'il se fait interroger par quelqu'un, peu importe, que quand il crée des pièges, il donne toujours aux gens une possibilité de s'en sortir vivant pour apprendre une leçon. Les gens qui capturent dans ces films-là, c'est souvent des gens qui ont des gros défauts de l'alcoolisme, etc. Puis,
il les met dans une situation où leur problème peut leur causer des ennuis, mais il leur donne toujours une chance de s'en sortir vivant pour pouvoir revivre leur vie ensuite en apprenant de cette leçon. Par contre, dans 2 circonstances, entre autres, il a créé des pièges qui étaient ingagnables. Donc, des gens qui, même s'ils réussissaient théoriquement à faire ce qui avait été demandé de faire, ne pouvaient pas s'en sortir vivants. Pour le référencement, je vous donne le nom des personnes. Il y a la détective Allison Carey, qui était pris dans un piège qui lui tenait ses côtes et qu'il fallait qu'elle aille chercher une clé dans un pot d'acide. Puis quand elle a été chercher la clé, elle a débarré ses affaires, mais ça n'a rien débarré, puis ça n'a pas fonctionné. Et Seth Baxter, qui est un gars qui avait agressé quelqu'un que John Kramer connaissait et qui ne pouvait pas s'en sortir de son piège et qui était juste condamné à mort. Donc, ma question, c'est, dans les films Décadence, John Kramer donne toujours une chance aux gens de s'en sortir. Normalement, c'est toujours, il prêche par ça, mais il est arrivé à quelques reprises qu'il n'a pas laissé de chance à des gens. Donc, que ces gens-là allaient mourir, peu importe s'ils réussissaient ou pas leur défi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pour la question, si je peux la réorienter, c'est est-ce que John Kramer a déjà fait des pièges ingagnables dans Décadence? Moi, je dis vrai. Aussi. Qui en a fait? Vous avez dit vrai les deux? Ouais. Qui en a fait des ingagnables. Bien, messieurs, vous serez surpris. Et les gens, laissez-moi vous expliquer avant parce que vous ne comprendrez pas. La réponse, c'est faux. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Allison Carey n'avait pas de chance de s'en sortir et Seth Baxter non plus. Par contre, à ce moment-là, dans la série de films Décadence, John Kramer était décédé. Ce sont ses acolytes qui avaient pris le relais et qui étaient jaloux de ces 2 personnes-là. Et qui ont créé des pièges ingagnables. Dans le cas d'Allison Carey, c'était une policière exceptionnellement bonne, qui était vraiment là, qui résolvait toutes les enquêtes et tout ça. Puis la fille était jalouse, elle l'a enlevé, elle n'a pas donné de chance de gagner. Et pour Seth Baxter, il avait assassiné la sœur d'un des alliés de John Kramer et il s'est vengé en lui donnant un piège ingagnable. Donc, c'est une petite nuance, mais je me suis dit, on va mettre un petit degré de difficulté par-ci par-là, même si les gars ne connaissent rien dans l'horreur, juste pour être chiant un peu. C'est ça. Ah, c'est parfait, ça rajoute du défi pour les personnes qui nous regardent, qui connaissent ça. Oui, exactement, c'est ça aussi. Là, Et j'ai fait beaucoup de recherches, mais si jamais je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mais soyez courtois. Je suis gentil. Oui. Vous êtes gentil. Nous sommes gentils. C'est vrai. On prêche la courtoisie ici. Voilà. D'accord. Perfect. Donc, on est toujours sur un score nul de 2 à 2. De 2 à 2, oui, 2 à 2. Mais tu sais, pour des gars qui ne connaissent pas tant l'horreur, je trouve que vous avez quand même eu des questions difficiles. Et on enchaîne avec la question numéro 7. OK. Il existe un film créé par des étudiants au coût de 10 000 $ seulement de budget. OK. Il s'appelle Thanksgiving. L'histoire de ce film. Comme Thanksgiving. Ouais. L'histoire de ce film se déroule, comme vous pouvez vous en douter, autour de la fête de Thanksgiving, où une dinde créée, une genre de marionnette, tue des gens lors de la fête de Thanksgiving. Cependant, ils ne se sont pas arrêtés là. Non. Une suite est sortie récemment, proche de 2020, je ne me souviens pas de la date exacte, qui s'appelait Thanksgiving 3. Le gag étant que Thanksgiving 2 était tellement mauvais qu'il n'a jamais été vu par personne et a été détruit. Ma question, c'est est-ce que cette affirmation, tous les éléments de cette affirmation, donc, est-ce qu'il existe un film qui s'appelle Thanksgiving? Est-ce qu'il a été créé par des étudiants pour le coup? Oh wow, c'est un triple! Oh mon Dieu, OK. Et est-ce que la suite s'appelle vraiment Thanksgiving 3? Voilà ma question. C'est un three-way, vrai ou faux? Faux. Moi, je dis que c'est vrai. Il y a tellement de projets indépendants qui se font dans les dernières années. Puis le gag de ne pas faire un deuxième, ça s'est déjà vu, exemple avec Brise de Nice. Qui ont, le Brise de Nice 3 avait cassé le 2. Oui, c'est ça, exactement. C'est tellement absurde que je vais dire que c'est vrai. Eh bien, les gars, la réponse, c'est vrai. Oh. Toutes les affirmations que j'ai mentionnées sont vraies.
le premier film a tellement été populaire dans le So Bad It's Good, genre tellement mauvais que c'en est bon. Ouais. Les acteurs étaient horribles. C'était vraiment un mauvais film, mais tellement mauvais que les gens ont comme associé une petite sympathie à ce film-là. Que le troisième, le deuxième film qui s'appelait Thanksgiving 3 avait je me semble, 20 fois le budget du premier parce que les gens ont donné dans un Kickstarter pour qu'ils puissent créer ce film-là. Ouais. Et le Thanksgiving 3 est absolument pourri de chez pourri. C'est un désastre, sincèrement. Le premier avait un petit charme, des jokes un peu drôles, tout ça. Mais le troisième est une merde. Genre, pour vrai, si vous avez la chance un jour de tomber sur ce navet-là, il se passe tellement de choses absurdes dans ce film-là. Il y a tellement de choses, je ne peux même pas vous les décrire. Mais le budget qu'ils ont eu pour le Thanksgiving 3, ils l'ont juste mis dans des marionnettes. Genre, il n'y a que des marionnettes dans ce film-là. Ouais. À un moment donné, il y a une grand-mère mourante en marionnette qui fait un rap. Genre, ça fait aucun sens. C'est la première fois que j'ai vu une scène de ce film-là, puis j'ai juste fait comme faut, je l'écoute. Genre, ça. Mais c'est vraiment mauvais, je dois l'admettre. J'avoue, j'aurais dû embarquer dans l'idée de la connerie et dire que c'était vrai. Il y avait beaucoup d'affirmations. Ça aurait été mon genre de mettre quelque chose de pas vrai, genre mettre 20 000 au lieu de 10 000 $, mais c'est vraiment 10 000 qu'ils ont eu pour faire le premier. Ce qui est pas beaucoup pour un film, mais réussir à en faire un avec pas beaucoup de budget, c'est quand même excellent aussi. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment, on peut même pas qualifier ça de B-Tech, là, c'est vraiment genre Z-Tech movie, mais il y a quand même un petit charme dedans. Les acteurs sont quand même sympathiques dans le premier. OK. Bref, sachant que c'est des étudiants qui étudient pas du tout en cinéma d'ailleurs, c'est juste du monde qui se starter un Kickstarter pour avoir du fun puis se faire un film. Puis tu sais, je veux dire. c'est. Oh, nice! Ces gars-là ont fait quelque chose que. Ben, ces gars et filles-là ont fait quelque chose que nous, on n'a pas fait, c'est-à-dire faire un film. Il faut leur donner crédit pour ça. Ouais. Ben oui, et oui. J'enchaîne avec la 8e, messieurs. Juste vous aviser qu'il y a 2 questions bonus à la fin et que ces 2 questions bonus-là valent 2 points chacune, donc ça donne une chance de revenir. Fait que la question numéro 8, c'est les questions 11 et 12 et 2 questions. 11 et 12, OK, c'est bon. Question numéro 8, hyper courte. Hyper courte, on va voir si vous avez de la culture de cinématographie. Le film Scream 6, qui est présentement au cinéma, ou du moins qui vient d'en sortir, vous en avez entendu parler? Oui. A lieu dans la région de New York. Donc, le film se déroule à New York. Cependant, la majorité du tournage a été faite à Montréal. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. À Montréal? À Montréal. Ouais. La grande majorité du film a été tourné à Montréal, mais le film a lieu à New York, hypothétiquement. Donc, il y a certains plans de la ville de New York. Ah, je vais dire vrai. C'était vrai, messieurs. Oh, wow, nice! Il y a plus de gars est venu chiller dans la belle ville de Montréal pour tourner un film. Mais il y a plus de films qui sont tournés au Québec qu'on pense. Oui. Ouais. Oui. Dont Arrival. Ouais. X-Men a déjà été tourné à Montréal aussi. Il a été tourné à Saint-Fabien. Arrival qui a été tourné comme près de chez nous. Oui, vraiment, vraiment à côté. Ouais. Bref, c'est ça. J'ai pas vraiment d'autres informations à dire. L'information était vraie. Et entre autres, un des plans cultes de ce film-là qui a été tourné à Montréal, c'est comme dans tous les films Scream, il y a une scène au départ où une personnalité connue se fait assassiner par le tueur du film. Et dans ce film-là, c'est Samara Weaving qui joue entre autres dans Babysitter et dans plein d'autres films ces temps-ci que je ne suis pas capable d'identifier, mais c'est une icône actuellement de l'horreur et du cinéma en général qui se fait assassiner dans une ruelle de Montréal. Donc, voilà. Question numéro 9. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Celle-là, ça n'est pas une. Avec ton visage. On va voir si vous êtes des hommes de culture. Alors que John Wick 4 a été critiqué par certaines personnes, car Keanu Reeves n'y prononce pas plus de 380 mots, il existe un film qui s'appelle Willy's Wonderland, sorti en 2021, où l'acteur épique Nicolas Cage ne prononce que 2 mots dans le film, soit les mots « oh shit » après avoir fait une crevaison. Connaissant tous les memes qui entourent Nicolas Cage, c'est vrai. Pourquoi pas? Avec toutes les memes qu'il y a cet acteur. Oh ouais, c'est vrai.
Donc, je répète, après que John Wick a été critiqué parce que Keanu Reeves n'a pas prononcé plus de 380 mots à l'intérieur du film, il existe par contre un film nommé Willy's Wonderland, sorti en 2021, où l'acteur épique Nicolas Cage ne prononce que 2 mots au début du film, première scène du film, soit « Oh shit », alors qu'il fait une crevaison. Je dis que c'est vrai, ouais. Bien, messieurs, c'est faux. Il n'en prononce aucun. Il ne parle pas du film. Aucun mot. Zéro. Nada. Et il y a une scène dans ce film-là où il fait une danse absolument fantastique. Genre, pour vrai, je vais vous l'envoyer. Allez voir Willy's Wonderland. C'est le pic de la carrière de Nicolas Cage. Un film où il ne parle pas et où il tue des robots en forme d'animaux, c'est magnifique. Genre, sincèrement. Non, pas un seul mot. Pas un mot. Zéro. Je l'ai écouté 3 fois. Pas un mot n'est prononcé dans ce film. T'engages Nicolas Cage pour aucun mot. Il n'y a même pas de nom dans le film. Le générique, c'est juste le concierge. C'est bon, là. OK, c'est bon. Puis, tu sais, tout est vrai. Il fait une crevaison au début du film, mais il n'y a pas de « oh shit ». Il fait juste regarder comme ça au loin. C'est parfait. Pour vrai, c'est parfait. C'est Nicolas Cage, genre, des années 2020 à son meilleur. Là. Puis, de mémoire, si je me souviens bien, on peut voir des compilations YouTube de Nicolas Cage qui fait juste un tour des faces bizarres ou des affaires bizarres dans ses films. Exemple, la scène devant son miroir dans Ghost Rider, qui fait juste comme se transformer puis il crie. C'est des compilations de juste ça. Ouais. Nicolas Cage, acteur qui fait partie de la mémétique web depuis tant d'années. Oui. On l'aime, par contre. On l'aime. Oui. Les boys, une dernière question régulière avant de tomber dans les questions bonus à 2 points qui peuvent tout changer. OK. La question numéro 10. Bien qu'il soit connu pour ses rôles comiques, entre autres dans les films Zoolander, Garçon sans honneur et Une nuit au musée, et dans ses rôles dramatiques comme dans Marley et moi et dans le film Merveilleux, qui est un très bon film, l'un des premiers rôles d'Owen Wilson était dans un film d'horreur nommé The Haunting, dans lequel il meurt décapité, la tête tranchée. Sac. Donc, je répète, bien qu'il soit connu pour ses rôles comiques et dramatiques, l'un des premiers rôles d'Owen Wilson était dans un film d'horreur nommé The Haunting, dans lequel il meurt décapité. Je dois vous dire, c'est pas un indice que je vous donne, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont débuté leur carrière dans les films d'horreur. On peut penser à Jennifer Aniston, entre autres, qui a son premier rôle au cinéma, c'est dans le film Leprechaun, qui est un film absolument horrible, mais c'est son premier rôle au cinéma. Plusieurs acteurs commencent dans des films d'horreur. Parce que c'est des films qui sont un petit peu les moins regardés, comme tu as dit tantôt, que c'est des films qui sont vraiment sont pris d'une manière vraiment différente des critiques, tout ça. Fait moi, je dirais, Owen Wilson dans un film d'horreur, pour commencer, fait du sens. Est-ce que tu peux avoir encore une petite accroche, là, genre dans le fond? Est-ce que ça peut être la tête coupée? Est-ce que c'est la tête arrachée? Est-ce que c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que je vais être franc, je vais être gentil avec vous pour celle-là. Il n'y a pas d'attrape. OK. Si c'est vrai, si c'est vrai, c'est qu'il a commencé dans ses premiers films, il a fait un film d'horreur. Si c'est faux, dans ses premiers films, il n'a pas fait un film d'horreur. Okay. C'est vraiment genre, c'est vraiment genre, je me suis fié beaucoup plus au film The Haunting en général. Ok, ben je dis que c'est vrai. Fait que j'ai 2 vrais ici. Ouais. C'est absolument vrai. Nice. Oh, wow! C'est absolument vrai. C'était uniquement son 8e rôle en carrière au cinéma. 8e rôle sur plus de 60 rôles maintenant en carrière dans des films et plus d'une vingtaine dans des séries / courts-métrages. Donc, belle carrière pour Owen Wilson qui a débuté pratiquement vraiment au début avec un film d'horreur relativement mauvais. Je ne sais pas si vous avez écouté Scary Movie 2. La parodie. Je connais la franchise, mais non, j'ai pas. Scary Movie 2, c'est comme dans un manoir hanté avec un fantôme qui les hante. Ben, c'est vraiment 99,9% inspiré de The Haunting, qui est vraiment le setup de ce film-là. Ah, ok, c'est cool. Ah!
Puis Owen Wilson, si je ne me trompe pas, c'est lui qui fait la voix de Flash McQueen aussi. Absolument. Absolument. Et voilà. Absolument. Un grand rôle de Owen Wilson. Ah ouais. Ah oui. Gros banger. Messieurs, les questions bonus. Là, c'est égal encore 2-2. Non, on est à 4-4 maintenant. Non, c'est pas vrai, attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. On a 5-4 pour Andy en ce moment. Oh. Mais ça peut changer dans les questions bonus. OK. Deux questions, pas nécessairement plus simples, pas nécessairement plus compliquées. Mais c'est vraiment des questions genre, j'ai vraiment été outside the box avec ça. C'est des affirmations un peu random. OK. Que j'ai peut-être inventé de toutes pièces ou trouvé dans des véritables films. Te connaissant, c'est très possible. Donc, je commence avec le premier. Vas-y. Vous connaissez la franchise de films Predator? Oui. Donc, Predator a désormais, mettons qu'on exclut les Aliens contre Predator, a 5 films propres à lui. Il y a Predator 1, Predator 2, il y a Predator qui est avec Adrian Brody où ils sont sur une planète et il y a The Predator qui est sorti en 2018 et il y a récemment le nouveau banger absolument formidable qui est Prey ou Proie qui est sorti récemment sur Disney+, qui est un chef-d'œuvre. Mais moi, je vais vous parler du film de 2018 qui s'appelle The Predator. L'affirmation est super simple. Dans le film The Predator qui est sorti en 2018, il y a un protagoniste qui souffre du trouble du spectre de l'autisme. Et dans le film, quelqu'un mentionne le trouble du spectre de l'autisme comme étant le prochain pas dans l'évolution de l'humanité. Oh. Wow. OK. Je ne m'attendais pas à ça. Aïe, aïe, OK. Fait, en gros, la question, c'est, dans le film, il y a quelqu'un qui nomme dans le que film, le syndrome de l'autisme est la prochaine évolution de l'homme. Il y a un protagoniste dans le film qui souffre d'un... C'est pas nommé directement, mais on le voit pertinemment dans le film de la manière que la personne agit et tout ça. OK. Qu'elle souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est un fait. Genre, je vous le dis tout de suite. Genre, okay, c'est dans le film. Okay. C'est dans le film. Puis, il y a quelqu'un un jour qui voit cette personne-là puis qui fait comme vous savez que les gens comme toi, c'est le prochain pas dans l'évolution humaine. C'est cette quote-là que je veux savoir si elle a été dit ou pas dans le film. Moi, je dis qu'elle a été dit. Je voulais pas parler en premier parce que je voulais pas donner une piqûre à l'oreille à Loric, mais je sais qu'il y a un autiste dans le film parce que j'ai écouté le film. Mais je ne me rappelle pas s'il a dit ça. Donc. Mais cette phrase-là, je l'ai déjà entendue ailleurs. Je l'ai déjà lue. Donc, est-ce que c'est... Il y a des théories ou des choses qui ont été commencées à parler à cause de cette phrase-là. Je vais dire vrai. Bien, messieurs, bien que quelque peu sali par sa critique, le film de Predator a bel et bien mention de l'autisme comme étant le prochain pas dans l'évolution humaine. Ça a divisé beaucoup de gens, cette phrase-là. Personnellement, je n'ai pas nécessairement d'opinion. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens, quand ils ont entendu cette phrase-là, ont fait comme OK, pourquoi ils ont été dans cette direction-là? C'est un. En fait, The Predator en 2018 est un mauvais film. Genre, de manière générale, c'est vraiment un mauvais film. Comparé à tous les autres films de la série Predator qui sont pratiquement tous bons. Et dans ce film-là, il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont très, très controversées. Il y a beaucoup de phrases misogynes. Il y a beaucoup de phrases racistes. Il y a beaucoup de phrases qui vont dans des directions où tu te dis genre, hey, pourquoi ils ont été... Genre, 2018, on n'est pas encore dans l'inclusivité de 2023 non plus. Là. C'est un sujet très, très, très touché dans lequel ils ont été. Puis, je trouvais que c'était intéressant de nous en faire mention dans le cadre de ce vrai ou faux. Que vous avez réussi, donc 2 points chaque. Et ça va se jouer à la dernière question, messieurs, parce que Andy mène d'1 point. Et je vous demande vraiment d'y aller avec votre gut. Et même que cette fois-là, je vais vous demander de l'écrire, votre réponse, et de ne pas la dire. Et de me la montrer si vous avez un papier à portée de main.
Ou de l'écrire dans le chat, puis moi, ou de l'écrire. Peut servir. Le chat privé peut servir, mais l'autre personne va voir. Fait que ce que je vais faire. Je vais utiliser mon téléphone. Parfait. Utilisez votre téléphone. Okay. Puis à go, vous allez me dire. À go, je vais dire 1, 2, 3, go, puis vous allez me dire votre réponse. On ne peut pas réfléchir, il faut y aller avec. Non, vous pouvez réfléchir, mais quand vous me dites que vous êtes prêts, on y va en même temps. OK, parfait. Donc, la dernière question pour clore cet épisode de vrai ou faux, que j'ai bien aimé construire d'ailleurs, je dois le dire. L'affirmation bonus numéro 2 est la suivante. Vous connaissez l'acteur Adam Sandler? Oui. Adam Sandler qui est reconnu un peu à la Owen Wilson pour ses rôles comiques. Oui. Par contre, saviez-vous qu'Adam Sandler a déjà joué un tueur en série dans un film de très, très bas niveau, sorti en 1998, qui s'appelle The Butcher, en fait, The Butcher ou Le Boucher en français. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux qu'Adam Sandler a joué Est-ce que Adam Sandler a déjà joué un tueur en série dans un film très, très méconnu, vraiment très, très bas étage en termes de film, là. Genre, on a parlé d'Oncle Sam tantôt, on est une coche en dessous de ça. Qui est sorti en 1998. Oui, vraiment. Ouais, en 1998? Oui. Il a fallu, mettons, pour trouver ce film-là, il faut que tu ailles sur des sites, genre, comme Shudder. Il faut que tu ailles sur des sites comme Shudder qui ont tous les films d'horreur qui existent sur la Terre sur leur plateforme, là, même si ça a été fait par des gens à 20 balles. Là. Donc, ce que je répète, c'est Adam Sandler joue un tueur en série dans un film méconnu, sorti en 1998, qui se nomme The Butcher ou Le Boucher. Moi, j'ai mis ma réponse. Là. Je voulais pas trop attendre. Vu qu'on a nos téléphones, je dis. Non, c'est ça. Non, mais moi, je faisais exprès de la mettre comme ça dans l'écran. Donc, vous pouvez me virer votre réponse. Oh! Donc, Loric, tu dis vrai. Andy, tu dis faux. Le match se joue maintenant. Là. Le match se joue maintenant. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec la cinématographie d'Adam Sandler, mais il a fait des tonnes de choses. Dans les dernières années, entre autres, il a fait Uncut Gem, qui est un film dramatique. Il y a vraiment un gros range d'acting qui s'est développé au fil du temps. Par contre, Adam Sandler n'a jamais joué dans un film d'horreur à ma connaissance, et c'est un 2 points pour Andy. Merci la gang! Et ça se termine 9. 9-6, je crois. Ouais, 9-6 pour Andy qui va remporter. Par contre. Hein? Chaudement disputé. Oui, très chaudement disputé. Ça s'est quand même juste sur la dernière ronde des points bonus. Écoutez, les boys, j'ai encore une fois, là, moi, les animer des shows comme ça, des jeux, j'adore. J'ai adoré animer cet épisode de Vrai ou Faux et j'ai surtout adoré faire 4 heures de recherche pour être capable de constituer mes questions alors que je suis en fin de session universitaire et que je rush ma vie. 4 heures pour faire 40 minutes de contenu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, pour le divertissement puis pour la culture, c'est toujours bien. C'était très hot. J'ai adoré. Oui. J'ai adoré. Même si sur les films d'horreur, tu sais, qu'on connaissait moins, on a fait une bonne performance, je pense. Quand même très bon. On va aller chercher. Quoi qu'on a 50% de chance de. Ouais, exact. Dans les commentaires, n'oubliez pas, guys, de nous dire votre score. Soyez honnêtes. On est à la bonne franquette ici. On n'accepte pas les mensonges. On est des gentilles personnes et on dit la vérité. C'est ça. Donc, c'était le jeu de Maxime, le vrai ou faux, édition horreur sur celle-là. On espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, lâcher un commentaire, que ce soit critique ou d'appréciation. On va le lire, ça va être très, très du bien à nous. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, comme j'ai dit, à vous abonner, à lâcher un j'aime et à partager ça sur les réseaux sociaux pour nous aider à avoir une plus grande range. Ouais, on en parle mes mots. C'est ça. Mais n'hésitez pas à mettre ça partout sur vos réseaux. Ça peut nous aider énormément pour le référencement. C'était les Boys du cinéma, accompagnés d'Andy Saucier et Maxime Cyr. Mon nom est Loric Salvaille et on vous souhaite une joyeuse journée. Salut tout le monde. Ciao.